trouviez que X max valait la même valeur que vous avez trouvé le XF ici, ça veut dire que A a été entièrement consommé, donc que A est un acide fort. Et donc on met une seule flèche. Et donc la réaction est totale, donc on n'a qu'une seule flèche. D'accord. Okay. D'accord. Et madame, c'est forcément la concentration, enfin la quantité d'H+, qui est XF. Oui, oui, oui. C'est pour ça, alors c'était dans quel exercice? C'était pas dans celui-là. Non, c'était pas dans celui-là. C'était dans lequel on avait fait, il fallait remonter à la quantité de... avec le KE. Non, c'est un exercice. Ah, moi, bon, c'est pas grave. Des fois, vous n'avez pas H3O+, ici. Vous avez H2O, parce que c'est par exemple avec HO-, H2O. Ou vous avez carrément HO-. Et bien, c'est pas grave. Vous faites le même raisonnement. Vous arrivez... C'est dans le 18, Le 18, page 358, je crois. Ouais, chapitre d'avant. Alors, attendez. Je vais essayer d'aller voir. On avait réutilisé le KE pour trouver H3O+. Voilà, c'est ça. 18. Ah oui, non, je l'ai pas encore corrigé. Page 358. Ah oui, effectivement. Dans le 18, page 358, on voulait connaître la concentration en ion HO-. Donc pour ça, si je me remets là, hop. L'objectif, c'est de trouver la concentration en ion HO-. On n'a pas 50 solutions. On connaît le pH. Donc, à partir du pH, on en déduit la concentration en ion H3O+. Une fois qu'on a la concentration en ion H3O+, on peut écrire que le KE, c'est égal à la concentration en ion HO-, la concentration en ion H3O+. Et à partir de là, vous pouvez retrouver la concentration en ion HO-. D'accord? Ok, donc c'est toujours le même système, parce que le pH, il ne permet de rendre compte que de la concentration en ion H3O+. Ok? Donc si votre équation vous donne directement des ions H3O+, bah, pas de problème, vous faites ce qu'on vient de voir ici, en fait, ce raisonnement-là. Si par contre votre équation de réaction ne donne pas H3O+ ici mais donne HO-, et bien vous faites ce raisonnement-là. Vous faites le même début ici, sauf que vous ne concluez pas à la concentration directement en H3O+, il faut continuer et faire ça. Ok? Mais comment on peut isoler l'ion OH-, enfin le KE on nous donne? Ah oui. Oui, 10 puissance moins 14 le KE. Ah oui, d'accord. Okay. Madame? Oui. En fait, j'arrive toujours pas trop à faire la différence entre KE et KA, et j'arrive pas trop à voir en fait l'utilité à chaque fois. Alors en fait, c'est la même chose, sauf que c'est pas pour... ça représente la même chose. Ce sont toutes les deux des constantes d'équilibre, ok? Sauf que le KE, c'est la constante d'équilibre de l'eau, d'accord? La réaction de l'eau, c'est H2O. Je vais mettre dans le cours, c'est Madame, désolée de vous couper, mais juste, Sarah, elle a une question, elle l'a posée sur séance TS1. Désolée de couper dans votre réponse à ça. Oui, c'était la question de Jade, je crois, qui m'a dit... Mais elle m'entend pas en fait, Sarah? Si, elle vous entend, mais son micro, il marche pas trop bien, je crois. Ah, ok. Non, mais elle a mis dans le groupe après qu'elle avait... Enfin, que c'était bon pour la question. Ah, ok. Ok. C'est que j'avais posé... Alors, regardez, si je reprends l'équation de réaction
là, je suis retournée sur le cours du chapitre 16. C'est bon, vous le voyez? Oui. Ouais. Oui. Ok. Regardez l'équation de réaction de l'eau. En fait, l'eau, c'est quoi? C'est des molécules d'eau qui sont dissociées en ion H3+ et en ion HO-. Si on est sur un pH faible, on a plus d'ion H3+ que d'HO-. Si on est sur un pH élevé, on a plus d'ion HO- que H3+. D'accord? Ce qui revient à ce qu'on disait là, ce que Audrey m'a fait répéter tout à l'heure, ce qui revient au même que de dire qu'en fait, on n'a que des ions H3+ ou HO-, et qu'à pH 7, on en a autant de l'un que de l'autre. Donc il y a un échange perpétuel entre l'acide et la base conjuguée. Donc on matérialise ça par H2O. Ok? Jusque-là? Le KE, en fait, il faut le voir comme une constante d'équilibre. Ça veut dire à quel moment j'ai autant d'ions H3+ que d'ions HO-. D'accord? Donc, si j'ai autant d'ions H3+ que HO-, il faudrait que j'arrive à écrire à côté, ça m'était bien. Si j'ai autant d'ions H3+ que HO-, je crois que je vous l'avais fait en cours la démonstration, ça veut dire que mes deux concentrations sont égales. D'accord? Si mes deux concentrations sont égales, je peux écrire que le KE, c'est H3+ au carré. Ok? Donc ça, c'est dans le cas où on a un pH de 7. Voilà. Mais parce que finalement, l'eau, si tu mets rien d'autre, elle est forcément un pH de 7. Parce qu'automatiquement, on a autant de l'un que de l'autre. D'accord? Mais pour essayer de comprendre ce que ça représente. Parce que ça va être la même chose ensuite sur le cas. D'accord? Donc votre équilibre de l'eau, il est bien à pH 7. D'accord? Donc à pH 7, la concentration en ion H3+, c'est 10 puissance moins 7. Ok? Si j'ai autant d'ion H3+ que d'HO-, ça me fait la concentration en H3+ au carré, donc 10 puissance moins 7 au carré, ce qui nous fait bien notre 10 puissance moins 14. D'accord? Donc le KE, c'est de là que vient cette valeur. Il représente la valeur pour laquelle on a autant d'ion H3+ que d'ion HO-. C'est la valeur d'équilibre. D'accord? Ça va ça? Oui, mais juste, Ouais. tu peux répéter pourquoi on fait au carré? Parce que là, je me Ah bah parce qu'en fait on a autant de l'une que de l'autre, mais par le pH on peut connaître que celle-là. Ah oui, ok, donc c'est forcément D'accord. la même chose pour l'autre. Ok? Donc ensuite, le Ka, et ben c'est exactement pareil. Le Ka, c'est une constante d'équilibre pour les acides en fait, qu'on appelle constante d'acidité. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre acide, il est mis dans l'eau. D'accord? Et on va arriver à un équilibre entre la forme acide AH et la forme basique A- de notre acide. D'accord? Et cet équilibre, il est aussi dû aux ions H3O+, qui ont été créés en solution parce que mon acide a été mis dans l'eau. D'accord? C'est pour ça que là, regardez, dans le cas H, vous avez mis des petits EC là. C'est pour dire équilibre à chaque fois, puisque ça représente une constante d'équilibre. C'est le moment, le Ka, la valeur du Ka, c'est le moment où j'ai autant de A- que de AH. D'accord? Ok. Ok? Il faut le voir vraiment comme une balance, si vous voulez. C'est un équilibre entre les deux formes, qu'on soit dans l'eau ou qu'on soit sur des acides et bases conjuguées. C'est le moment où j'ai autant de l'une que de l'autre. D'accord? Et donc, à partir de ça, eh ben, on peut dire, si je me situe... Alors, là, on le remet sur le pKa, parce que le pKa, vous savez, c'est une échelle à taille humaine, on va dire. Mais ça représente la même chose. Si je me situe en dessous, ça veut dire que j'ai plus de forme H. Si je me situe au-dessus, ça veut dire que j'ai plus de forme A-. D'accord? Et du coup, le Ka, le fait qu'on fasse H3O+ fois A- divisé par HA, ça... Eh ben, c'est parce que, en fait, H3O+, il entre dans la réaction. En fait, ici, tu n'avais pas de modification parce que tu n'avais que ces deux espèces-là. D'accord? Or, ici, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand mon acide est libéré dans l'eau? Eh ben, il produit des protons acides. C'est ceux-là qui vont faire diminuer le pH, en fait. C'est parce qu'il y a cette formation-là que ça va faire diminuer le pH. Donc, il faut savoir si on en a formé suffisamment pour faire vraiment diminuer le pH ou pas, finalement. Ou est-ce qu'on en a gardé juste autant, enfin, juste ce qu'il faut pour être à la valeur du pKa?
Et du coup, madame, c'est toujours en Non, milieu. non. J'ai pas entendu la question. C'est toujours en milieu aqueux que. Oui, c'est toujours en milieu aqueux. Ok. Tout simplement parce qu'en fait, les électrodes de pH, elles sont étalonnées déjà pour des hydrogènes en solution aqueuse. Après, on pourrait... Enfin, des électrodes existent pour d'autres milieux, notamment l'alcool, par exemple, mais c'est pas les mêmes électrodes qu'on a en classe, par exemple. Ok, merci. D'accord? Et du coup, nous, c'est toujours en milieu aqueux. Et donc, ça veut dire aussi que votre constante d'équilibre, il faut toujours l'écrire avec une réaction qui est dans ce sens-là. D'accord? C'est toujours l'acide dans l'eau qui donne H3O+, et la base conjuguée pour avoir la constante d'équilibre. Ok? Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur les exercices? Sarah, elle avait encore une autre question. Ouais. Sur 28, sur la question D. Attends, le 28 des dosages, non? Oui, dans le même chapitre. Ah non, le 28. Attends. Le 28, enfin, avec les concentrations. Ouais, des dosages, oui. Et sur la question D. La question D. Alors, en déduire que la quantité de glucose. Ah oui. Ah oui, bah, sur celui-là. Hein. Ok. Oui. Alors, ND, c'est ce qu'on a au départ. D'accord? En diode. NG, c'est ce qu'on a au départ en glucose. Ok? On fait notre tableau d'avancement comme d'habitude. Ok? Donc, c'est ND moins X et NG moins X. On vous a dit que là, à la question précédente, la solution, elle reste colorée. Or, dans toutes ces espèces-là, seul le diode est coloré. Donc, si la réaction est terminée et que la solution reste colorée, ça veut dire qu'il reste du diode. Donc, ce n'est pas lui le réactif limitant, mais c'est le glucose. OK? Donc, ça veut dire que ici, donc j'ai mis 0, j'aurais pu écrire aussi que X max, ici pour le coup, ou XF, c'est égal à NG, la quantité de glucose qu'on avait au départ. D'accord? Et la quantité de I2 qu'on a à la fin, c'est ND moins X, donc qu'ils ont appelé dans le livre NR. OK? C'est ce que je vous ai remis là. Ici, X max égale XF, puisqu'on a un réactif totalement consommé. D'accord? Et c'est NG. D'accord? Donc, concernant I2, bah, on remplace juste en fait ce que j'ai mis là. Hein. ND moins X max, finalement. Donc là, j'ai fait ND moins NG, puisqu'on a trouvé que NG, c'était X max. Et c'est égal à NR. D'accord? C'est bon, Sarah? Oui, merci. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste, madame, Oui. vous m'entendez bien. Mais en fait, pour les réactions acido-basiques, le produit que vous nous avez donné, il y avait une question dessus. Oui. Et la... Écris ta question, Sarah, là, sur la page. B. Question 8H, c'est quoi ça? Hop. Attendez. C'est cette question-là dont elle parle, là?
Alors, quelle était la question déjà? L'équation de la réaction entre l'acide urique et l'acide hydrogénique. Comment le Vichy peut-elle aider à la dissolution? Eh bien, c'est celle-là la question qu'elle a, ça va? Oui, elle parle de celle-là, je crois. Alors, je me rappelle plus là du départ, mais dans l'eau de Vichy, on doit avoir certainement des ions hydrogénocarbonate, c'était ça? C'est une eau qui doit être riche en ions hydrogénocarbonate, l'eau de Vichy. Donc, en fait, dans votre corps, vous avez de l'acide urique qui a cette formule-là. Quand vous buvez l'eau de Vichy, vous introduisez des ions hydrogénocarbonate en excès dans votre corps, puisqu'il y en a déjà dans le corps, mais en buvant quelque chose qui en contient beaucoup, vous en introduisez beaucoup. D'accord? Donc, du coup, ça va tendre à consommer l'acide urique. Et donc, en fait, ça va les détruire. Vous voyez, là, vous avez un solide, l'acide urique, qui va être transformé en ion, donc qui va être éliminé par les reins. Et en fait, l'acide urique, c'est ce qu'on appelle les calculs d'acide. C'est des caillots, d'accord? Donc, qui vont être dissous par réaction acido-basique. Là, c'est l'acide avec sa base conjuguée, et ça, c'est la base avec son acide conjugué. Est-ce que c'était ça la question? Quand on a mis des hydrogénocarbonates, forcément, l'acide urique a diminué. J'ai pas compris. Quand on a mis des ions hydrogénocarbonate, Alors, est-ce que quelqu'un arrive à décrypter ce que dit Sarah? Bon, en tout cas, l'idée, c'est ça, hein, c'est que l'eau de Vichy, elle est riche en ions hydrogénocarbonate qui vont récupérer un hydrogène acide de l'acide urique pour former, donc l'acide urique perd son hydrogène, donc ça forme cet ion-là, et l'ion hydrogénocarbonate récupère un hydrogène, ce qui forme du CO2 dissous dans l'eau. D'accord? Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Allô? Oui, j'ai pas compris la question. En fait, Elle demandait si on m'entendait mieux. Ah, Non, mais du coup, elle a écrit sa question sur Sciences TS1. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi, quand HCO3- augmente, CHNO diminue. bah, ça doit être... Oui, c'est ça, bah, c'est pour ça. Si vous augmentez ça, ça veut dire que vous consommez ça. Ah, ok. Plus vous en avez, plus vous le consommez. Donc, il diminue. J'ai pas compris, madame. Quand... La réaction, elle se fait comme ça. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez dans le corps. Ça, c'est ce que vous introduisez. Vous en avez naturellement dans le corps des ions HCO3-. OK? Mais quand il n'y en a pas suffisamment, eh ben, les calculs se forment et donc, du coup, ça forme vos caillots. Enfin, des caillots. Si vous en buvez, si vous en apportez par l'alimentation, donc vous en apportez plus que d'habitude. Donc, si on augmente la concentration en HCO3-, vous diminuez, enfin, vous allez diminuer la concentration en acide urique puisqu'il va être consommé. Ah, ok. OK? En fait, là, il ne faut pas chercher trop loin en réalité. Hein. C'est juste cette concentration, entre guillemets, elle augmente par l'apport de l'eau de Vichy que vous buvez. Et donc, la réaction acido-basique se fait. Donc, à chaque fois que j'apporte un ion HCO3-, je consomme une molécule d'acide urique. Et donc, du coup, ça fait diminuer la concentration. OK? C'est bon? Merci. C'est bon là sur les réactions acido-basiques? Ouais. Juste, madame,
Oui. C'est pas forcément sur les réactions acido-basiques, mais je me suis un peu perdue dans toutes les activités et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez mis des corrections pour les activités ou c'est moi qui les ai pas trouvées? Alors, pour les activités, je vous ai toutes remis les activités dans votre cahier de texte et les corrections, tout ce que j'ai donné sont dans les documents partagés, dans Physique Ok, Chimie. merci. J'ai pas regardé là. Merci. Les sujets sont dans le cahier de texte, puisque comme ça, vous l'avez pour le faire à la date à chaque fois que je vous le donne. Et les corrigés sont toujours dans le document partagé. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions Oui. sur les dosages? Non. Ça va? Ça va? Ça va. Moi, j'ai juste pas compris les activités qu'il fallait faire. Enfin, c'est le nouveau chapitre. D'accord. Alors, est-ce que c'est bon là, jusque-là, enfin, sur la chimie des solutions? Oui? On passe au nouveau chapitre alors? Oui. Ok, très bien. Donc, le nouveau chapitre. On va peut-être... Ouais, je vais reprendre les activités que je vous ai données. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va reprendre tout bout par bout. Allez. Et comme ça, vous me posez les questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, bon, cette première activité, elle était faite surtout, les composés polyfonctionnels, là, elle était faite surtout pour déjà revoir comment on nommait des molécules. Et puis, finalement, on l'a déjà rencontré au cours de l'année, mais quand on a plusieurs fonctions, bah, des fois, je vous ai dit, ah, bah, y a des choses qui se nomment comme ça, d'autres que vous ne savez pas, mais il y en a à connaître, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à connaître, finalement, dans tout ça? Alors, tout ça, vous le connaissez, d'accord? Cette colonne-là, vous la connaissez, on l'a déjà vue. Là-dedans, ce qu'il faut connaître, c'est que les carbonyles se notent oxo, d'accord? Regardez, aldéhyde ou cétone, indifféremment, ils se notent oxo. Hydroxy pour l'alcool, ça, vous l'avez déjà rencontré. Et amino pour les amines, ça aussi, vous l'avez déjà rencontré. D'accord? Donc, finalement, le seul, j'ai envie de dire, c'est oxo. OK? Les deux autres, vous ne les rencontrerez pas, on ne vous demandera pas de les nommer. OK? Pour nommer la molécule, alors, je vous avais mis la petite méthode, là. Et dans le corrigé, j'ai essayé d'être claire au maximum. Donc, c'est toujours la même étape. D'accord? Là, vous aviez la molécule. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On repère la chaîne principale où est le groupe caractéristique principal. Ici, vous n'avez qu'un seul groupe caractéristique qui est une fonction ester. D'accord? Donc, ester, c'est ce que je vous ai mis en rouge ici, c'est OA de machin il. D'accord? Dans l'ester, vous vous souvenez, il faut regarder la chaîne principale qui est avant la double liaison O, donc qui est celle-là. C'est une chaîne à 2 carbones, donc c'est à 3 carbones, pardon. Ça, c'est la carbone 1, 2, 3. Donc, c'est une chaîne propane. La chaîne secondaire qui est après le O, liaison simple O, qui est en chaîne en bleu, qui est aussi une chaîne à 3 carbones, d'où le propyle. OK? Et en dernier point, je m'intéresse à la ramification que je vous ai mis en vert ici. Et donc, c'est un groupement méthyle porté par le carbone 2, donc 2 méthyl. OK? Est-ce que dans ces molécules, il y en a une qui vous a posé problème? Moi, c'est la 5. Ah non, la 6. Celle-là. Alors, celle-là, il fallait la dessiner. Alors, OK. Donc, comment on analyse? 2,2-diméthyl 4-oxopentanal. OK. On commence par identifier la chaîne principale. C'est un pentane. OK. Donc, je mets 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Première étape. Deuxième étape, j'identifie le suffixe qui est mon groupe, ma fonction prioritaire. D'accord? C'est un al, donc aldéhyde, donc je le mets à la fin ou au début, peu importe. Hein. Moi, je vais souvent à la fin. D'accord? Donc, aldéhyde, c'est C, double liaison O et liaison simple H. Là, je suis en topologique, donc j'ai juste pas mis mon H. D'accord? Donc, j'ai fait mon pentanal. Ensuite, je regarde ce qu'il y a devant. Donc, on m'a dit 4 oxo. Oxo, c'est un carbonyle, donc c'est un C double liaison O
portés par le carbone 4. Donc 1, 2, 3, 4. OK? Et enfin, 2,2-diméthyl. Donc, ça veut dire que j'ai un groupement méthyle. J'en ai un, puisque c'est diméthyl. J'ai un groupement méthyle sur le carbone 2 et un groupement méthyle sur l'autre carbone 2. Donc, 1, 2, et je dois mettre 2 méthyle. Oui, Ouais, madame. ouais. Moi, j'ai commencé dans l'autre sens. Mon carbone 1, c'était celui tout à gauche. C'est pas grave Oui. le sens? Non, c'est pas grave. Ok. Mais tant que tu as la même molécule qui est complètement inversée. Hein. Oui, oui, c'est ça. OK. Mais après, il n'y a pas de sens. Hein. La double liaison O du groupe principal, on peut la mettre sur le carbone 1 ou sur le carbone 5? Ça revient au même ou pas? Ah bah ça revient au même, mais du coup, ce sera plus le 5, ce sera le 1. Puisque c'est ton groupe prioritaire. Ok. D'accord? En fait, c'est ce qu'a fait le- finalement. Elle l'a mis là. Tu l'as mis là, Jade. Mon groupe Oui. rouge. Voilà. Et ben, elle a mis toute la molécule dans l'autre sens. Ici, elle a mis ses 2 méthyles et ici, elle a mis sa cétone. Et du coup, le groupe prioritaire, c'est toujours celui qui est soit porté par le carbone 1, soit au début. Et non. Et non, non, non. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est que le groupe prioritaire, bah, c'est ça. C'est l'acide carboxylique qui est prioritaire devant tous les autres et l'amine qui est le dernier de tous. Ah oui, d'accord, ok. Après, le reste, c'est compliqué. Madame, Ouais. juste une question pour la deuxième. Comment on sait quand le groupe alkyle il est avant ou après? Enfin, c'est quoi la priorité pour les groupes alkyles? Ah, tu veux dire si j'écris hydroxy ou méthyle en premier? Oui, moi j'avais écrit méthyle en premier. Ordre alphabétique. Ah, d'accord, ok. OK? Ordre alphabétique de la première lettre. C'est comme on avait écrit éthyle, méthyle. Bah là, c'est pareil. Hydroxy, donc méthyle. Ok. OK? Ouais. Madame, Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter les suffixes, enfin les préfixes des groupes secondaires qu'il faut connaître, s'il vous plaît? Ah, on revient là. Donc, c'est amino, Oui, hydroxy Oui. et oxo. ok, merci. OK? Et alors, souvent, les molécules... Oui. pardon, allez-y. Alors, juste, les molécules polyfonctionnelles, on vous demandera plutôt soit de la dessiner, on vous donne le nom et vous l'écrivez, d'accord? Soit souvent, finalement, ce qu'on vous demande, c'est vous avez la molécule et vous devez justifier le nom. Vous avez les deux en réalité. OK? On vous demandera rarement, alors celle-là, elle n'est pas tellement polyfonctionnelle, mais celle-là, par exemple, on vous demandera rarement de la nommer. Parce que vous ne devez pas encore, en fait, connaître les règles de priorité. OK? Donc, vous, il faut juste savoir identifier. Si dans le nom, c'est oxo, vous savez que c'est une C double liaison O. Si c'est hydroxy, c'est OH. Si c'est amino, c'est un NH2. D'accord? Vous devez savoir justifier. OK? Madame, Oui. pour la molécule 4, ça revient au même si j'ai mis 1 chloro 4 bromopentane. Et non. Ah non. Regardez, c'est ce que j'ai essayé de vous écrire ici. Je vous ai écrit le carbone lié à l'atome de chlore porte le numéro 1, ici, ou 5, si je commence d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Celui lié à BR porte le numéro 2, si je commence d'ici. 1, 2. Ou le numéro 4, si je commence d'ici. 1, 2, 3, 4. On privilégie toujours les plus petits numéros. Donc, c'est le chlore qui est au carbone 1. Parce que soit j'écris 1 et 4, soit j'écris 2 et 5. Donc 2 et 5, ce sont des plus grands numéros que 1 et 4. D'accord? Donc c'est forcément le chlore en 1 et le 4 en brome. Le brome en 4. OK? Non, Madame, j'avais fait la même. C'est juste que en fait, j'avais écrit 1 chloro et 4 bromo. Au lieu de 4 bromo, 1 chloro. Ça Ah revient oui, au même. bah là c'est pareil, c'est ordre alphabétique. B avancé, donc je le mets avant. Ah ok, merci. OK? Oui. quand on nous donne le nom de la molécule et qu'il y a oxo dedans, moi, j'ai pas réussi à savoir s'il fallait que je mette un cétone ou aldéhyde. Enfin, je savais pas. Eh bien, ça dépend de sa position. Regarde. Ici, c'est sur carbone 4. Or, le carbone 4, il est au milieu de ta chaîne, donc c'est forcément une cétone. Oui, ok, d'accord. Si on t'avait dit sur le carbone 5, ça aurait été en bout de chaîne, donc c'était un aldéhyde. En fait, il ne faut même pas te poser la question. Hein. Oxo, c'est C double liaison O, tu le mets sur le carbone et puis voilà.
Ok, S'il y a besoin d'un hydrogène, tu le rajoutes. S'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas. S'il y a besoin d'un hydrogène, c'est un aldéhyde. S'il n'y en a pas besoin, c'est une cétone. ok. D'accord. OK? Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur celui-là? Non, ça va? C'est bon? Alors, le suivant. Tac, 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 tac. Alors, c'est surtout ça qui nous intéresse maintenant. Donc, vous avez les réactifs chimio-sélectifs. En fait, on est ici dans la stratégie de synthèse. Jusqu'à présent, on avait dit, oui, bah, les réactions se font entre tel ou tel groupe. Mais pourquoi elles se font entre tel ou tel groupe et pas entre d'autres? Donc, on a des éléments de réponse, on a l'oxydoréduction, on a la pH-métrie, les réactions acido-basiques, d'accord? Mais après, on a des réactions qui peuvent se faire indifféremment entre deux éléments. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Dans ce document-là, on vous proposait deux molécules au départ et on faisait réagir alors au départ HBr et ensuite sur deux autres molécules, on faisait réagir PBr3. D'accord? Qu'est-ce qu'on observait? Ben, regardez, vous faites sur cette molécule, vous faites réagir HBr, et ben regardez, là le brome est venu se substituer au OH, d'accord? Et on obtient ça. D'accord? Ici, mon brome est venu se substituer sur mon alcène et on obtient la même molécule. OK? Ce qui veut dire que mon réactif HBr, il réagit indifféremment avec la fonction alcool ou avec la fonction alcène. OK? Par contre, si on regarde PBr3, première molécule, mon brome vient se substituer à mon alcool pour donner ça. Si je le mets maintenant face à un alcène, ben, il ne se passe rien. Donc, par contre, PBr3, il ne va réagir qu'avec les alcools. Il ne va pas réagir avec les alcènes. C'est donc un réactif spécifique d'une fonction chimique particulière. D'accord? Donc, si vous avez une molécule, donc c'était tout le début, ça. Hein, d'accord? Donc, quand vous avez une molécule qui contient les deux fonctions, et si je le fais réagir avec PBr3, il n'y a que sur AO- que ça va réagir. C'est pour ça qu'on obtient ça. D'accord? Par contre, si je l'avais fait réagir avec HBr, eh ben, on aurait eu un brome qui serait venu se greffer à la place de l'alcène et un à la place de l'hydroxyle. Donc, c'était cette molécule-là. D'accord? Donc, vous avez en chimie organique des réactifs qui sont stéréospécifiques, qui sont chimiospécifiques, chimiosélectifs par rapport à certaines fonctions. OK? Et c'est ça qui va nous intéresser pour pouvoir faire des réactions. C'est quoi l'objectif? Eh bien, par exemple, c'est rarement de faire ça l'objectif. Hein. J'ai ma molécule ici, je veux pouvoir finalement faire une réaction, mais qui ne réagit qu'avec l'alcène. Donc, je vais occuper ma fonction, mon alcool autrement, par exemple en faisant ça. J'obtiens cette molécule-là et à partir de là, je peux faire réagir mon alcène. Et puis après, ben, je remettrai mon OH à la place du Br. D'accord? C'est ça l'intérêt des réactifs chimiosélectifs. OK? Oui? Non? Oui, c'est bon. Oui. OK? Oui. Et du coup, ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il y a dans l'activité suivante, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Puisqu'en fait, on a deux stratégies. La première stratégie, c'est... Alors oui, il y a une idée dans l'activité suivante. Oui. Là, la stratégie, effectivement, c'est d'avoir un réactif qui ne va réagir que sur une seule des deux fonctions. OK? Et dans l'activité suivante, effectivement, je vous affiche. Voilà. L'idée, c'est la même. C'est qu'on on veut former un dipeptide. Un dipeptide, il se forme entre un acide carboxylique et une fonction amine. Sauf que vous voyez, là, il y en a plein de partout, hein, des acides carboxyliques et des fonctions amines. Donc, il faut arriver, là, on dit à protéger certaines fonctions, à utiliser un réactif chimiosélectif de certaines fonctions pour pouvoir les protéger et donc éviter
qu'elle réagisse pour former mon dipeptide. D'accord? Donc, en fait, c'était toute la suite, là. Oh, bah, c'est arrivé comme ça. Bon. Donc, ici, c'était la question de, je ne sais plus qui, l'autre soir, là. Ici, on a le dipeptide D. Comment il a été formé? À partir de 2 acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Eh bien, tout simplement, il suffit de couper la molécule à ce niveau-là. Ici, on obtient l'acide aspartique et de ce côté, la phénylalanine. D'accord? Donc, ça formait le NH2 qui est là. Et ce CO, bah, c'est le COH qui est là. D'accord? Et donc, tous mes autres groupes, il faut les protéger pour qu'ils ne réagissent pas. Nous, on veut faire la réaction qu'entre ces deux-là. Parce que la réaction, elle peut se faire aussi entre celui-là et celui-là. Ou entre celui-là et celui-là. Et à ce moment-là, on n'a pas ce dipeptide-là, on en a un autre. D'accord? Donc, en fait, madame, les stratégies, les réactifs chimio-sélectifs, ils permettent d'empêcher certaines réactions et d'obtenir une molécule précise. Oui, exactement. Ok, d'accord. Ok? Et madame, du coup, en fait, il y a certains composés, c'est pas en fonction de la nature du composé. Par exemple, HBr, parfois il est chimio-sélectif, parfois Et oui. Ouais, c'est en fonction de la nature du composé et puis des fonctions chimiques avec lesquelles il est en présence. Là, tout à l'heure, elle est où mon activité? HBr, il réagissait avec ces deux-là. Mais peut-être que si on avait mis avec un acide carboxylique, il n'aurait pas réagi. Il aurait été plutôt sélectif de ces deux fonctions, mais pas de l'acide carboxylique. D'accord? Ok. Et du coup, quand il est chimio-sélectif, il permet de changer. Mais il permet d'agir sur une fonction précise. Okay. Donc, l'idée, souvent en chimie organique, c'est de trouver un réactif qui est chimio-sélectif d'une seule fonction chimique. Comme ça évite toute ambiguïté. D'accord. D'accord? Là, HBr, il n'est pas génial parce que même s'il est chimio-sélectif, entre guillemets, de ces deux fonctions, et pas du tout des autres, bah, ça pose un problème si on a une molécule qui comporte les deux. Donc, ce n'est pas une très bonne stratégie d'utiliser HBr. Par contre, PBr3, alors en disant qu'il ne réagit pas non plus avec les autres groupes caractéristiques, admettons qu'il ne soit réactif que sur l'alcool, donc il est chimio-sélectif de la fonction alcool, donc c'est un bon réactif. Ok? Oui, merci. Ça va? Ok? J'ai perdu la page. Est-ce que c'est bon là pour ces 3 activités? Mais du coup, est-ce que vous pouvez juste remontrer comment vous avez fait la synthèse peptidique de l'activité 41? Alors, voilà, là, j'ai remis. C'est bon? Donc, en fait, votre dipeptide, un dipeptide, c'est la liaison entre un groupe COH et un groupe NH2 qui forme une fonction amide qui est là. Donc, en fait, pour les retrouver, il suffit de casser ici. Et donc, cette partie-là, c'est l'acide aspartique. Et cette partie-là, c'est la phénylalanine. D'accord? Donc, ici, c'était ma fonction amine. Et ce CO, il est issu de ma fonction acide carboxylique. D'accord? Et regardez, là, je vous ai remis en dessous ce qui se passait, en fait. Là, vous avez 2 acides aminés. D'accord? Comme ça nous permet de revoir un petit peu les mécanismes. Vous avez l'azote, atome électronégatif, qui vient attaquer ce carbone-là, site accepteur. Pourquoi il est accepteur? Parce qu'il est lié à 2 atomes très électronégatifs. OK? Donc, là, cette flèche-là, elle va matérialiser cette liaison-là, la liaison NC. D'accord? Donc, mon carbone ayant trop d'électrons, il en chasse un vers l'oxygène. C'est pour ça que mon oxygène, il se trouve au moins avec 3 doublets non liants. D'accord? Dans un deuxième temps, cette molécule-là, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. D'accord? Dans un deuxième temps, mon oxygène, il veut se débarrasser de ses électrons, il en a trop. Donc, il en redonne au carbone, ici. Mais le carbone en a trop, donc il veut céder
à l'oxygène, mais l'oxygène, il ne va pas partir sans rien, donc il vient chercher un électron près de l'hydrogène. Et donc, cet électron libère l'hydrogène vers l'azote, puisque l'azote, lui, il est dépourvu d'électrons, puisqu'il a trop de liaisons. D'accord? Ce qui nous permet de créer ici notre fonction amide et évacuation ici OH plus H, H2O. OK? Ça, c'est la synthèse de votre dipeptide. OK? Ça va? Merci. C'est un peu la même réaction qu'on avait vue sur l'un des polis, vous savez, où il y avait plein de réactions et c'était une estérification. Vous aviez un acide carboxylique et un alcool. Ben, c'était un peu le même processus, sauf qu'à la place d'avoir NH2, vous aviez OH. OK? Mais c'était le même processus. OK? C'est bon? Je veux bien, moi. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Vous êtes endormi? Non, Non, c'est un c'est peu là. dur. Non, non. Alors, est-ce que c'est le bon celui-là? Donc, je vais vous montrer, on va parler un petit peu du bilan de cours là. Oui, c'est ça, c'est le bon. Donc, on va décortiquer ensemble. Finalement, on a dit pas mal de choses. Et puis après, je vous expliquerai la suite. Donc, en fait, ça reprend beaucoup de choses qu'on vient de dire dans les activités. Hein. D'accord? Alors, les synthèses organiques mettent en jeu de nombreux composés polyfonctionnels. Donc, ce sont des composés qui ont plusieurs fonctions chimiques qui sont différentes. OK? Donc, en rouge, je vous ai mis tout ce que vous devez connaître. D'accord? Donc, tout cela, normalement, vous les connaissez. Et on rajoute cela. Ça, ce sont les préfixes, ça, ce sont les suffixes. OK? Réactif chimiosélectif. Donc, Eddy, chimiosélectif, un réactif, s'il réagit préférentiellement avec un groupe caractéristique d'une molécule polyfonctionnelle. La réaction est sélective. OK? Bon, alors ça, c'est un petit point quand même à penser. Les conditions de l'expérience, elles font qu'un réactif peut être chimiosélectif ou pas. Hein. D'accord? Mais bon. Protection de fonction. Dans le cas où il n'existe pas de réactif chimiosélectif permettant d'orienter la réaction vers la formation du produit désiré, il est nécessaire de mettre en œuvre la protection de la fonction que l'on ne veut pas faire réagir. D'accord? On va presque dû vous mettre ça aussi en rouge. Hein. Ça paraît évident parce qu'on le dit là comme ça maintenant, on protège les fonctions qu'on ne veut pas faire réagir, mais souvent vous le faites dans l'autre sens. Hein. D'accord? Ce qu'on protège, c'est ce qu'on veut garder indemne. OK? Un groupe protecteur permet de bloquer temporairement la réactivité de l'une des fonctions d'une molécule polyfonctionnelle en la transformant en autre fonction. On verra, je vous préfère un exercice qui fait exactement ça. D'accord? Le groupe protecteur doit vérifier les conditions suivantes. Il doit réagir de façon sélective avec la fonction à protéger. Il doit être inerte dans les conditions réactionnelles choisies. Ça veut dire qu'il ne doit pas réagir autrement que comme on veut. Hein. D'accord? Et il doit pouvoir être enlevé facilement et de manière sélective une fois la réaction terminée. Ça veut dire que si vous protégez un groupe et que pour l'enlever, vous êtes obligé de détruire la molécule, bah, il ne faut pas choisir ce groupe-là. D'accord? Parce que l'objectif... Du coup, madame... Ah. Oui. Oui, du coup, c'est pas chimio... C'est une protection de fonction et pas un truc chimio-sélectif. Oui, on ne l'appelle pas réactif chimio-sélectif parce qu'il... Enfin, il réagit pas juste pour une fonction, mais son but, c'est pas de la modifier. Oui, oui, ok, d'accord. Mais c'est un peu le même... Enfin, c'est sélectif, c'est un peu le même principe, sauf que la protection de fonction, elle ne réagit pas avec la molécule, alors que l'autre, ça réagit. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. Une fois la réaction effectuée, une déprotection des groupes est réalisée afin de régénérer la fonction initiale. Ces étapes de protection et de déprotection doivent présenter de bons rendements afin de ne pas diminuer de façon trop importante le rendement global de la synthèse. Bah, c'est sûr que si vous êtes obligé d'ajouter des tonnes de réactifs pour protéger vos fonctions et d'autres tonnes de réactifs pour enlever ces protections, ce n'est pas très rentable. D'accord? Ça va là, jusque-là? Oui? Ok. Alors ça, c'est ce qu'on fera. Oui.
pas bien compris comment un réactif peut protéger une compagnie. Alors, prenez... Hop, que je le retrouve. Prenez page 513 de votre livre. Vous y êtes? Oui. Ok, page 513, il y a un exercice objectif bac, là, le numéro 16, qui reprend exactement ça. D'accord? Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que j'aimerais bien que vous analysiez les choses, mais si vous regardez la molécule qui est dans le cadre gris, où c'est écrit GP1, GP2, d'accord? En fait, c'est quoi? Ça veut dire groupe protecteur numéro 1 qui a été mis sur l'amine et groupe protecteur numéro 2 qui a été mis sur l'acide carboxylique. D'accord? On a mis ces deux groupes protecteurs sur ces deux fonctions pour ne laisser libre que le deuxième acide carboxylique. D'accord? Et donc, ce deuxième acide carboxylique, il va pouvoir réagir dans votre réaction. Et l'idée, c'est qu'à la fin, une fois qu'on aura formé notre amide, puisqu'ici, il s'agit de la synthèse d'un dipeptide, on puisse enlever GP1 et GP2 de manière assez simple. D'accord? D'accord. Oui. Vous le lirez parce que vous le ferez, cet exercice, il est très bien, c'est exactement ça. La protection des protections, c'est exactement cet exercice-là. D'accord? Alors, la deuxième partie, la stratégie de synthèse, on est censé faire un TP à la rentrée dessus. Donc, on va croiser les doigts pour qu'on puisse le faire. On est censé faire la synthèse de l'aspirine, d'accord? Et voir les différentes étapes. OK? Donc, vous devez connaître les 5 étapes des réactions de synthèse de produits organiques. D'accord? La première étape, c'est ce qu'on appelle la réaction chimique. Et comment on fait notre réaction chimique? Avec ce qu'on appelle le montage de chauffage à reflux. D'accord? Vous l'avez peut-être déjà rencontré. C'est ça, le montage de chauffage à reflux. D'accord? À quoi sert tout ça? Ici, vous avez votre ballon. Dedans, vous avez votre milieu réactionnel. D'accord? On fait chauffer, pourquoi? Pourquoi chauffe-t-on la réaction? Pour l'accélérer, c'est un quoi, la température? Un facteur cinétique. Un facteur cinétique. OK? On chauffe pour accélérer la réaction. Donc, en chauffant, le problème, c'est que ce sont des espèces chimiques qui vont se vaporiser simplement en chauffant. Donc, ils risquent de partir du ballon. Mais on ne peut pas le boucher. Si on bouchait le ballon, qu'est-ce qui se passerait en chauffant? Bah, la pression, elle augmenterait. Exactement. Il sauterait. En chauffant, la pression, l'agitation des molécules augmente, donc la pression augmente, et donc au bout d'un moment, notre ballon, il exploserait. Le bouchon sauterait. Donc, ça ne va pas. D'accord? Si on laissait ouvert, quel est le problème si on laisse le ballon ouvert? On perd toutes les espèces chimiques. Eh bien oui, on perd les espèces chimiques qui se sont volatilisées. D'accord? Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir conserver l'intégralité de nos produits, de nos réactifs au départ et de nos produits formés. D'accord? Et c'est ce qu'on va appeler le reflux. Eh bien, le reflux, c'est quoi? C'est le fait que vos espèces montent ici dans le réfrigérant à eau, il y a de l'eau froide qui circule autour, et donc, vu que nos vapeurs sont chaudes, par condensation, les vapeurs vont se liquéfier et vont retomber dans le milieu réactionnel. C'est le reflux parce que ça monte et ça redescend. Comme vous avez un reflux gastrique, c'est la même chose. D'accord? Les espèces sont chauffées, se volatilisent, montent dans le réfrigérant et sont condensées, se liquéfient et retombent dans le milieu réactionnel. D'accord? Donc, l'intérêt de ce type de montage, c'est 1, chauffage pour accélérer la réaction et 2, le reflux pour ne pas perdre de matière. D'accord? Juste l'élévateur, il sert juste si, par exemple, la réaction va trop vite, parce que ça peut quand même arriver. Eh ben, c'est comme quand vous avez l'eau des pâtes
qui bout trop, bah, vous levez la casserole de la plaque. Bah, c'est le même principe. Là, on va descendre l'élévateur. Et donc, tout le reste est accroché, donc ça ne va pas tomber. Hein. On va descendre l'élévateur pour diminuer plus rapidement la température. OK? Madame, Ça va sur le montage? Oui. ça, on l'avait fait, non, avec la chromatographie. Oui, oui, les- c'est le montage qu'on avait fait avec le jasmin, ouais. D'accord? Donc, première étape, la réaction chimique, toujours dans un montage de chauffage à reflux. OK? Ensuite, c'est l'extraction. Vous avez fait votre réaction, elle est dans votre ballon. Bah, il faut pouvoir récupérer votre produit. C'est ce qu'on appelle l'extraction. Donc, soit filtration sous pression réduite ou filtration sur Buchner, porte les deux noms, soit extraction liquide-liquide. Ça dépend ce que vous avez. D'accord? Donc, filtration sous vide, c'est ça. On l'a déjà vu celui-là aussi? Non? Oui, non. Non? Ah, si. Alors, je répète succinctement. L'année dernière, on l'a fait pour les teintures avec du coton. Ah oui. Fin. Ouais. Ah oui, Donc, l'idée, c'est que c'est une filtration. Donc, une filtration, ça veut dire qu'au départ, vous avez un mélange solide-liquide. D'accord? Donc, je verse mon mélange progressivement là-dedans. Vous avez donc un entonnoir un peu particulier avec un papier filtre. Et donc, en fait, l'eau, on l'ouvre très fortement, ce qui crée un appel d'air, en fait, dans la fiole. Et donc, ça va créer le vide. Et en créant le vide, eh ben, ça va tirer plus rapidement le liquide. D'accord? Et donc, l'idée, la plupart du temps, c'est de récupérer le solide dans ce type d'idée. Mais bon, des fois, on récupère le filtrat. Mais en principe, on veut récupérer le solide ici. Et donc, ça nous permet, en fait, c'est juste une filtration qui est plus rapide. D'accord? Qu'une filtration classique. OK? Ok. Si vous avez deux liquides mélangés, vous voulez en récupérer un. Ça, c'est ce que vous avez fait en seconde avec l'ampoule à décanter. Vous vous souvenez? Donc, vous avez votre… par exemple, là, l'idée, c'est de récupérer le diode. D'accord? Donc là, vous avez le diode qui est mélangé. Vous le mélangez avec un solvant dans lequel le diode est soluble, mais pas l'autre espèce chimique, ici l'eau, par exemple. Vous agitez. Et donc, le diode, il se retrouve dans l'heptane, ici, c'est votre solvant, et l'eau, elle est évacuée. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez fait en seconde. OK? Ça va pour la décantation? Je vais vous renvoyer toutes les fiches là, de protocole que vous devez connaître. D'accord? Ok. Parce que du coup, pour les ECE, on peut être amené à faire quelque chose comme ça? Ouais, alors Louis, je suis pas sûre qu'on ait des ECE. Hein. Vu la configuration. Ouais, mais si on les avait eus, on aurait pu. Oui, vous auriez pu avoir des choses comme ça. Mais je vais vous renvoyer toutes les fiches un peu détaillées. Yes. Parce que de toute façon, les protocoles, il faut savoir les écrire. Et les schémas ici, c'est pour ça que je vous les ai donnés. Il faut les savoir les légender. OK? D'accord. OK. Ok. Ensuite, une fois que vous avez récupéré Madame, l'espèce chimique, oui. On peut avoir les protocoles en question au bac. Vous pouvez avoir quoi? Les protocoles. On peut lui demander de faire un protocole au bac. Oui. Oui, oui, vous pouvez. Alors, souvent, on vous demande le protocole de la dilution, par exemple. Ça peut être le protocole de la décantation. C'est des protocoles assez simples. Hein. Le protocole d'une chromato, des choses comme ça. C'est des protocoles assez simples, mais qu'il faut savoir faire quand même. Okay. Alors, vous avez récupéré votre espèce. Par contre, il faut la séparation. Vous pouvez me dire c'est la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut arriver à regarder séchage de la phase organique, évaporation du solvant. Il faut enlever tout ce qui peut nous rester. D'accord? On a encore une autre phase qui est la purification. C'est toutes les impuretés qu'on peut avoir. Donc, pour ça, on fait ce qu'on appelle une recristallisation pour les solides. Donc, en fait, ça va encore nous permettre de séparer le solvant de notre espèce. Et on fait une distillation pour les liquides. Distillation vue en première. Donc, c'est pareil, vous devez savoir la légender. OK? Attention, ça, c'est un réfrigérant à eau. Ça, c'est une colonne de Vigreux. D'accord? C'est pas exactement fait de la même façon. OK?
Dans la distillation, n'oubliez pas le thermomètre, puisque je vous rappelle que la distillation, c'est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène selon leur température d'ébullition. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut le thermomètre. OK? Et ce qui nous intéresse dans la distillation, c'est de récupérer souvent le distillat en plusieurs fois si ce n'est pas la première espèce qu'on veut. D'accord? C'est bon? Oui? Alors, attendez, je vais mettre un truc là. OK? Et donc, dernière étape, c'est ce qu'on appelle les analyses. Donc ça, on en a déjà fait pas mal cette année. Donc, analyse grandeur physico-chimique, température d'ébullition. Bon, ça, c'est facile avec un thermomètre. Température de fusion, comment on fait? Avec quoi? On l'a vu. Comment on trouve la température de fusion d'un corps? Ah, avec la plaque. Avec la petite Avec machine. Le Bank-O-Fleur, exactement. La densité, comment vous pouvez faire si vous avez un solide? Comment on peut trouver la densité d'un produit? Ben, on met on met de l'eau dans un... Alors, la plupart du temps, dans une éprouvette, hein, une éprouvette Voilà, graduée. On met de l'eau dans une éprouvette, on regarde à quel volume c'est, après on met le solide et on voit à quel volume c'est après. Il nous manque la masse aussi, il faut le peser, mais oui, c'est ça l'idée. OK? Indice de réfraction. C'est quoi ça? C'est quand on se Ah, passe des c'est avec non? la lumière. Exactement, c'est avec la lumière. Donc, c'est forcément des solides transparents. Hein, d'accord? Et donc, à chaque solide correspond, à chaque matériau correspond un indice particulier. OK? Mais ça, nous, on ne peut pas le calculer. Comment ça, on ne peut pas le calculer? Enfin, on a le matériel pour savoir quel est l'indice de réfraction d'un... Bah après, il faut comparer à des tables, hein, de toute façon, hein, à des tables de données. Ok. Vous pouvez faire le dispositif que vous avez vu en seconde. Je mets une lumière, je le mets avec un certain angle, je mesure l'angle de réfraction et j'en déduis l'indice de réfraction. D'accord? Okay. Et cet indice, Oui, vous comparez à des tables. D'accord. OK. Ok. Ensuite, chromatographie sur couche mince. Donc, je rappelle, c'est une technique qui permet de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange homogène, d'accord, selon leur affinité avec les luants. Plus il a d'affinité avec les luants, plus il migre haut. Et on calcule les rapports frontaux, etc. Ça, on en avait reparlé il n'y a pas très longtemps. D'accord? Et autre type d'analyse, l'analyse spectrale, infrarouge, UV visible, RMN. OK? Donc, est-ce que vous commencez à voir que là, on peut déjà mélanger tous les chapitres de chimie qu'on vient de voir depuis le début de l'année? Oui. OK, votre synthèse. Alors, il y a peu de chances que ce soit une synthèse en pH métrie ici, mais enfin une synthèse acido-basique sera plutôt une réaction de chimie organique. On peut imaginer, on vous dit on a fait ça, une réaction de chimie organique. Vous montrez avec les flèches courbes tout le cheminement. On vous demande de justifier les étapes et on vous demande de vérifier par analyse spectrale, par exemple, que vous avez bien obtenu le produit désiré. D'accord? Donc, tous les chapitres se mélangent en chimie. Hein. D'accord? C'est important de ne pas rater une partie. OK? C'est bon? OK, oui. Oui. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre après? Voilà. Et le rendement, alors on en a déjà parlé hein, de ça. Donc, le rendement d'une synthèse organique est défini comme le rapport entre la quantité de matière du produit P effectivement obtenu après purification, N expérimentale, et la quantité de matière N max que l'on pourrait obtenir si la réaction était totale. Donc, ça se lit état, cette lettre. C'est la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière maximale ou théorique, comme vous voulez. OK? Ça marche aussi avec les masses. Hein. Mais il faut juste comparer des choses comparables. Vous ne comparez pas le réactif et le produit. D'accord? Vous comparez le produit que vous auriez dû obtenir avec le produit que vous avez effectivement obtenu. OK? Le rendement est un indicateur d'efficacité important dans le cadre des applications industrielles. Associé au coût de revient, il permet d'apprécier la rentabilité économique d'une synthèse. Si tout doit être mis en œuvre afin d'obtenir le meilleur rendement possible, il faut également prendre en compte les aspects liés à la sécurité et à l'impact environnemental de la synthèse effectuée.
Ça, on en a déjà parlé aussi. OK? Ça va? Oui. OK. Alors, attendez, je reviens ici. Voilà. Donc, hop, voilà, c'est bon. Vous me revoyez là? Oui. OK. Oui. C'est bon? Donc, le cours, là, je vais vous le mettre sur IAL aujourd'hui avec des exercices à faire. D'accord? Je vais aussi vous mettre là les protocoles dans le week-end. Je vous mettrai les protocoles à connaître. Aussi bien des protocoles qui donnent la seconde, la première ou de cette année. D'accord? Je vais essayer de vous mettre pas mal de choses. Je vais essayer de vous remettre aussi la verrerie, l'utilisation, parce que c'est pas toujours très clair, j'ai vu la dernière fois. OK? Est-ce que ça va là? Oui. Madame, j'avais juste une question. Madame. Alors, l'une après l'autre. Vas-y. Non, mais ok. Les protocoles à connaître, c'est pour les peut-être CE Alors, ou c'est pour en général? Il y en a, c'est pour les ECE, c'est plus dans la manipulation. Il y en a d'autres, c'est à savoir écrire. Typiquement, le protocole de la dilution, vous devez savoir le rédiger. D'accord? Oui, d'accord, ok. Oui. Protocole d'une chromatographie sur couche mince, vous devez savoir le rédiger. OK? Ok. Ouais. Donc, je vous mettrai peut-être ceux à connaître en rédaction et ceux. Enfin, je vais voir comment je peux vous mettre tout ça. Mais, Ok, merci. Et moi, ma question, c'était par rapport aux examens blancs, ça va se passer comment en fait? Les examens blancs, alors pour l'instant, on ne va pas en faire. L'idée, moi, je voudrais qu'on avance parce que si on reprend au mois de mai, vous savez qu'au mois de mai, on ne se voit pas bien les vendredis. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on puisse voir tout le programme. Donc, nous, on va continuer à avancer. D'ailleurs, Madame Brier aussi. Et puis, Madame Baravian vous l'a dit ce matin, je crois aussi. Donc là, on va continuer. J'empiéterai même un peu sur les vacances. En fait, l'idée, c'est que je vous laisse plutôt, si on reprend, alors on verra quand est-ce qu'on reprend exactement, mais je vous laisse plutôt une semaine pour souffler avant qu'on reprenne, plutôt que là où on a commencé à mettre en place. Que s'arrêter et puis reprendre comme ça de loin, ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Hein. D'accord? Donc, on va essayer d'étaler un Madame, peu. Je vous laisserai souffler un peu avant. Oui. vous avez dit qu'en SVT non plus, il n'y avait pas d'examen blanc? Non. Ok, parce qu'elle nous a dit qu'il fallait réviser tout le thème 1. Oui, on a parlé hier. Mais peut-être que oui, c'était peut-être pas fixé encore. Ouais. Ok, ouais. bah. Une grande question dans l'ensemble des enseignants, on va dire. Bah, merci de nous avoir prévenus, du coup. Oui, bah, de toute façon, elle nous aurait fait un mail, mais bon, on attend quand même madame. l'aval. Oui. C'est à quelle heure l'émission vous avez dû regarder? Ah, bah, c'est à 15h, juste. C'est à cette heure-là. Juste, j'ai un dernier point, oui, parce qu'après, on va aller allumer vos télé. J'ai corrigé vos DST. Alors, j'ai deux choses. Hein. Déjà, j'ai quand même beaucoup de choses qui se ressemblent entre certaines copies qui étaient à côté. Donc là, je ne suis pas très contente. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le chapitre sur les molécules, vous connaissez les définitions globalement, mais vous ne savez pas bien les appliquer. Donc, il faut vraiment revoir ça. Il y a des copies qui sont dans un état, mais certains, c'est vraiment parce que c'est vous, hein, je les ai regardés. Hein. Il y en a, on ne comprend rien. Les molécules, il y en a dans tous les sens. S'il y a des ratures dans tous les sens, c'est pas possible de rendre des copies pareilles. Donc, faites un effort. OK? Et deuxième chose, je vais vous mettre donc le corrigé sur IAL. Je vous mettrai les notes et je vais vous mettre le corrigé. Je ne vous le mets pas tout de suite parce qu'en fait, je veux rajouter tous les commentaires que j'aurais pu vous faire à l'oral sur chaque question. D'accord? Donc, il faut que je reprenne tout ça un petit peu. Donc, je ferai ça d'ici ce soir ou dans le week-end. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Pour l'aspect,
Alors, pour l'instant, on continue sur les activités comme ça, les activités documentaires, parce qu'après, c'est que des TP. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de solution pour pouvoir continuer l'aspect. Là, il vous reste une activité documentaire donc pour la semaine prochaine. Et après, c'est uniquement des TP. Donc, on va voir selon les nouvelles informations qu'on a. Et du coup, vous avez mis la correction de la dernière activité qu'on devait faire sur le dessin allemand. La dernière activité. Oui, elle l'a mis. Oui, elle l'a mis. Ah oui, je vous l'ai mise. C'est dans document partagé. Merci. Ok. Est-ce que ça va là? Ou est-ce qu'il y en a qui se sont complètement perdus? Ça va de mon côté. Ça va? Bon, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Vraiment, je suis là pour ça et je sais que ce n'est pas facile de faire tout à distance, surtout certains chapitres, mais il faut qu'on avance, on n'a pas le choix. Hein. On est dans une situation un peu particulière, donc il faut faire au mieux et n'hésitez pas à me solliciter. D'accord? Oui. Ouais. Ok. Bon. D'autres choses? Non, c'est bon. Non. Bon, très bien. On va aller allumer votre télé alors. Allez, bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Oui. Faut faire quoi avec l'émission? Faut faire quoi? Bah oui, vas-y, Ivan, c'est une très bonne idée. Ok? Oui, c'est une bonne idée. Madame? Merci, Ivan. Faut faire quoi avec l'émission? Enfin, j'ai pas compris.